Au siècle dernier vécut au Japon un homme du nom de Masanobu Fukuoka. Remarquez que la première fois que vous entendez un nom ou quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant, vous ne parvenez pas à le saisir clairement. Apparemment, nous ne parvenons à distinguer clairement que les informations qui sont déjà établies correctement dans notre mémoire. Or, cet homme s'appelait Masanobu Fukuoka. C'était un agriculteur japonais qui a écrit un best-seller mondial, La révolution d'un seul brin de paille, que je vous recommande absolument de lire, même si vous ne vous intéressez pas du tout à l'agriculture, parce que son livre a un caractère absolument universel. Masanobu Fukuoka, maintenant vous arrivez à distinguer son nom, si quelqu'un prononçait ce nom devant vous à nouveau, vous vous en souviendriez, était un microbiologiste qui, à l'âge de 25 ans, faillit être emporté par une pneumonie. Il se rétablit et connut une sorte de crise existentielle, où il se demandait au fond, mais quelle est la signification de la vie? Il s'en alla errer dans les collines pendant plusieurs jours, et un matin, épuisé, il fut réveillé par le cri d'un héron, et là il connut une illumination. Il connut une expérience spirituelle qui ne dura pas, mais qui eut sur lui une profonde impression, et il décida d'abandonner son travail en tant que microbiologiste et de devenir agriculteur. Il pressentait qu'il y avait une intelligence dans la nature, et plutôt que de lutter contre elle, comme nous le faisons avec nos charrues ou nos machines modernes, avec nos pesticides, avec nos engrais chimiques, plutôt que d'imposer tout un stratagème, une stratégie pour lutter contre la nature, il rejoint ce mouvement, il se mit à aller dans le sens de l'énergie, si vous voulez. Fukuoka développa une agriculture où il n'utilisait pas de produits chimiques, pas d'engrais chimiques, ne retournait pas les sols, et puis enfin n'élaguait pas les arbres. Il disait qu'au fond, si les arbres avaient eu besoin de l'être humain pour survivre, si les arbres avaient eu besoin qu'on les élague, alors ils auraient disparu il y a des millions d'années. Il y a un gland qui vient de tomber d'un chêne sur le sol et de rouler jusqu'à moi. Est-ce que cet arbre essaie de me faire passer un message? Mais Fukuoka reconnaissait que si l'arbre est abîmé, si un bourgeon est abîmé par un animal, par une intempérie, à ce moment-là, l'arbre perd sa structure originale, ses branches commencent à pousser de manière désordonnée, et ce faisant, il finit par tomber malade, parce que ses feuilles ne peuvent plus capter correctement la lumière du soleil, et il risque de dépérir et de mourir. Je m'intéressais beaucoup au travail de Fukuoka parce qu'en lisant La révolution d'un seul brin de paille, j'avais l'impression d'y lire un traité sur l'aïkido. Si vous voulez, on pourrait distinguer trois approches concernant l'énergie. Vous pourriez interférer, vous pourriez abandonner, ou bien vous pourriez harmoniser. Interférer, c'est le mouvement de la pensée, qui consiste à créer un carcan et à forcer la nature à l'intérieur de ce carcan. C'est le principe de l'agriculture moderne, je suppose. Fukuoka disait que, c'est une idée plutôt impopulaire, je suppose que la nature ne se suicide pas, qu'elle ne fait pas automatiquement des déserts, et que les déserts que l'on trouve sur la planète Terre ont systématiquement été créés par la main de l'homme. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il disait que les endroits où les trois premières plus grandes civilisations sont apparues, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et l'Égypte, sont aujourd'hui des endroits désertiques. Selon lui, la route de la soie n'avait pas toujours été désertique, mais c'était l'activité de l'être humain qui avait chamboulé l'écosystème et détruit l'environnement à cet endroit-là. Selon lui également, la Californie n'avait pas toujours été un désert. C'est l'activité des Espagnols qui, en emmenant avec eux depuis l'Europe du bétail, en faisant paître leurs animaux là-bas, bouleversèrent l'écosystème et entraînèrent toutes sortes de déséquilibres qui amenèrent un système de désertification. Et Fukuoka disait qu'une fois que vous avez interféré avec la nature, une fois que vous l'avez blessée et abîmée, elle n'arrive plus à retourner d'elle-même à l'équilibre. Et c'est un principe qui est important parce que lui-même, après son illumination, se dit « mais les arbres n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux pour être en bonne santé ». Et ce faisant, lorsqu'il devint agriculteur, il perdit de nombreux arbres. Vous savez, la pensée voit les choses en noir et en blanc, et alors elle dit « bon, si la nature est intelligente, je vais arrêter de lui faire du mal, et elle va reprendre le dessus ». Eh bien non, ça c'est le deuxième principe, c'est abandonner. Vous ne faites rien, et la nature reste dans l'état dans lequel vous l'avez abandonnée.
Et bien alors le principe d'harmonisation, qui passe en fait chez Fukuoka par ce que j'appelle la théoria, l'observation. Fukuoka dit, quelle est la véritable forme d'un arbre, de cet arbre-là, d'un pommier par exemple? Quelle est sa forme naturelle? Si vous regardez le pommier depuis le dessus, vous voyez que toutes ses branches sont disposées de manière hélicoïdale, selon une certaine structure qui appartient à ce type d'arbre, et cette structure lui permet de faire pousser des feuilles qui vont toutes absorber la lumière du soleil. Si une de ces branches est abîmée, alors la structure originelle est perdue et l'arbre risque de tomber malade et de mourir. Dès lors, disait-il, si vous connaissez cette forme de l'arbre, vous pouvez l'élaguer pour lui rendre sa forme originale, et ce faisant, il sera en bonne santé. Ça, c'est le principe d'harmonisation. Eh bien, tout cela m'amène à me poser cette question, c'est quelle est au fond la véritable forme de l'être humain? Lorsque nous allons à l'école, nous apprenons que la nature humaine, c'est la convoitise, la haine, la jalousie, l'avarice, parce que, nous dit-on, tout cela est présent dans Molière, que Molière c'était il y a longtemps, et donc nous sommes ainsi, ma pauvre Lucette, et que nous ne pouvons rien y faire. Mais je questionne cela. Est-ce que ma nature, c'est vraiment d'être avare? Est-ce que c'est d'avoir la grippe? Est-ce que tout ça ne serait pas en réalité plutôt une perturbation dans le flot de l'énergie vitale? Est-ce que je peux tout le temps avoir la grippe? Est-ce que 24 heures sur 24, je suis avare? Ou bien est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas un programme qui vient s'activer en nous, dans notre énergie vitale, un programme qui est chronique, dont on n'arrive pas à se libérer, et ce programme en lui-même est-il fondamentalement ce que nous sommes? Il me semble que lorsque l'énergie vitale n'est perturbée par rien, d'exister ici et maintenant, c'est déjà connaître la paix, la joie et l'amour. Je dirais que c'est ça la véritable forme de l'être humain, et il nous faudrait d'une certaine manière trouver un moyen de nous élaguer, de trouver tout ce qui est tortueux en nous et de pouvoir se libérer de cela. Eh bien, nous avons face à nous trois principes. Le deuxième, ce serait d'abandonner, de ne rien faire, de laisser les choses en l'état. Est-ce que cela nous amène quelque part? Apparemment non. Le premier principe, c'est donc d'interférer. Et d'interférer, vous vous souvenez que c'est le mouvement de la pensée qui crée un carcan. Je disais dans une vidéo précédente qu'une partie de la société est conservatrice, une autre est progressive. Que les conservateurs sont des gens qui s'imaginent que le monde d'hier était tellement mieux que le monde de maintenant, mais que pourtant les événements s'enchaînent sans interruption, et donc que d'une certaine manière le monde d'hier est comme une femme enceinte qui a donné naissance au monde d'aujourd'hui, et qui tient son bébé à bout de bras, le regarde et dit « Mon Dieu, comme il est laid celui-là, et moi je n'ai absolument rien à voir avec lui ». Est-ce que cette croyance que les conservateurs ont du monde passé n'est pas un idéal sublimé? Et puis les progressistes, eux, disent que l'idéal n'a encore jamais été abouti, n'a encore jamais été produit, et qu'il viendra seulement dans le futur. Et donc que nous devons réformer la société, réformer le langage, réformer l'économie, réformer l'école, réformer la justice. Au fond, nous aspirons à toutes ces réformes, mais n'ont-elles pas déjà eu lieu depuis des milliers d'années? Depuis l'Antiquité, l'être humain n'aspire-t-il pas à ces réformes? Et aujourd'hui, il semble que rien n'a changé. Il n'y a pas plus ou moins de violence dans le monde. Il semblerait qu'en vivant à cette époque, nous ayons vécu toutes les époques de l'humanité, que notre pensée est tombée comme dans une ornière et qu'elle répète sans cesse les mêmes erreurs. Nous interférons tout le temps. Et puis, la pensée voyant les choses en noir et en blanc, elle dit « Ah, si je ne peux pas interférer, alors je ne fais rien. J'abandonne. » Mais n'y a-t-il pas quelque chose au-delà de la pensée qui est de l'ordre de l'harmonisation? Quelle est la véritable forme de l'être humain? Est-ce que nous sommes vraiment ces perturbations que nous appelons la haine, l'avarice, le désespoir? S'agit-il vraiment de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Je n'en ai pas l'impression. Il me semble que l'on pourrait élaguer ces branches tortueuses, mais si nous commençons à étudier le mouvement de la souffrance et que nous prenons conscience qu'il vient de la pensée elle-même, dans ce cas, est-ce que c'est sage d'utiliser ce qui a créé le problème pour essayer de le résoudre? Est-ce que cela ne fait pas partie de l'ornière?
Parmi les progressistes, je disais dans une autre vidéo que l'on pourrait trouver peut-être des progressistes spirituels, qui prennent conscience qu'au fond, la société n'est que le reflet de qui nous sommes individuellement, la somme de tous les individus, et qu'il faudrait donc changer la personne pour que ce changement affecte le reflet, la société. Et ce que j'observe, c'est que ces trois mouvements, des conservateurs, des progressistes et des progressistes spirituels, sont un mouvement qui part de la souffrance, qui part d'un rejet du monde tel qu'il est ici et maintenant. Et nous n'arrêtons pas de partir de la souffrance. Nous partons d'elle pour aller chercher du plaisir dans le monde. Nous allons nous divertir. Ou bien nous partons de la souffrance pour aller frapper l'autre, ou pour nous faire du mal à nous-mêmes. Ou bien nous partons de la souffrance pour en parler. Et le langage est un mouvement. Et donc il y a toujours ce mouvement qui part de la souffrance. Et ce mouvement est toujours le mouvement de la pensée. C'était tellement mieux avant, ce sera tellement mieux demain. Demain, je serai devenu comme ceci. J'aurais changé, je me serais transformé. Nous ne restons jamais avec l'ici et maintenant. Or, est-ce que la compassion, ce n'est pas étymologiquement d'être avec la souffrance? Est-ce que la compassion, ce n'est pas la méditation même? C'est-à-dire de vivre pleinement la vie telle qu'elle apparaît ici et maintenant. Et il semblerait que la vie de l'être humain telle qu'elle est ici et maintenant, que le contenu de la conscience humaine, ce soit souffrir. Quand on regarde le flot de sa propre vie ou de l'histoire de l'humanité, il y a ce flot de la violence et de la souffrance qui se répète en permanence, et nous rejetons ça. Nous agissons à partir de ça. Nous créons un mouvement à partir de ça. Et c'est toujours un mouvement qui part de la pensée, qui elle-même est un mouvement. Nous essayons toujours de rajouter du mouvement au mouvement, de faire partir la souffrance en nous démenant. Et si la compassion était un non-mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas une écoute ici qui ne peut pas être mesurée par la pensée, qui n'est ni de gauche ni de droite, ni croyante ou non croyante, qui n'a pas de nationalité, une écoute qui ne peut être réduite à rien, qui est une écoute inconditionnelle, qui est toujours là? Et qu'est-ce que ce serait de ramener cette écoute dans le mouvement de la souffrance lui-même? Est-ce que ce n'est pas ça qui nous permettrait d'élaguer toutes ces branches tortueuses qui sont en nous, de faire revenir l'énergie vitale à son caractère universel, qui est d'être en paix, qui est de connaître la joie et l'amour, lorsque plus rien ne vient la perturber? Il commence à pleuvoir et ça va rester ainsi pour les prochains jours. Et voilà l'Adour.